Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais maintenant vous parler du régime présidentiel. Les parlements, au sein desquels les fonctionnaires parlementaires exercent leurs multiples activités, ont des compétences variables selon les régimes politiques auxquels ils appartiennent. Les régimes politiques se distinguent par la manière dont ils mettent en œuvre le principe de séparation des pouvoirs développé au XVIIIe siècle par Montesquieu dans l'esprit des lois. Pour Montesquieu, la sauvegarde des libertés individuelles condamne tout un système de concentration des pouvoirs, que ce soit au profit d'un homme, d'un corps ou d'une assemblée. Le moyen d'éviter cette concentration consiste à fractionner le pouvoir en fonctions et à distribuer les fonctions à des organes distincts. L'État devra donc être fractionné en 3 pouvoirs, chacun intervenant dans son domaine et disposant de compétences propres. De plus, selon Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Chacun de ces pouvoirs devra dès lors user vis-à-vis de l'autre de sa faculté d'empêcher, devra l'équilibrer, le contrôler, lui servir de frein et de contrepoids. La théorie de Montesquieu, véritable credo de la démocratie libérale, sera largement consacrée par les constitutions, d'abord aux États-Unis en 1787, puis par les constitutions françaises. C'est dire que le principe de séparation est susceptible de revêtir 2 formes différentes, la séparation stricte ou rigide, donnant lieu au régime présidentiel, la séparation souple ou collaboration des pouvoirs, donnant lieu au régime parlementaire. Voyons maintenant la séparation stricte des pouvoirs conduisant au régime présidentiel. La séparation stricte des pouvoirs est la mise en forme du principe général qui se rapproche le plus de la théorie élaborée par Montesquieu. Elle est consacrée par divers textes constitutionnels, Constitution des États-Unis, 1787, Constitution française de 1791, Constitution de l'an 3, 1795, 1848. Sur cette base, la doctrine classique construit un modèle théorique, le régime présidentiel dont il convient d'exposer les caractéristiques théoriques. Dans un deuxième temps, l'analyse d'exemples permettra de considérer que la réalité du régime présidentiel est souvent éloignée de ce modèle théorique. Voyons quelles sont les caractéristiques théoriques du régime présidentiel. Le régime présidentiel, en tant que modèle, repose sur le caractère strict ou rigide de la séparation des pouvoirs. Il faut entendre par là que les différents pouvoirs sont réellement séparés, que la souveraineté étatique est fractionnée en 3 fonctions et que chacune d'elles est attribuée à des organes distincts. Le caractère strict ou rigide de cette séparation réside à la fois dans le fait que les organes sont indépendants les uns des autres et dans celui que chacun des organes est spécialisé dans sa fonction dont il détient le monopole. D'un point de vue théorique, le régime présidentiel se résume à 2 principes généraux, l'indépendance organique et la spécialisation fonctionnelle. Sur un plan général, l'indépendance organique signifie que les 3 organes, législatif, exécutif et judiciaire, sont fondés les uns des autres, tant en ce qui concerne leur recrutement et leur rapport, sont fondés sur l'isolement. Voyons le recrutement des organes. Dans ce domaine, la séparation stricte consiste à éviter qu'un des organes considérés puisse avoir une quelconque influence sur la désignation ou le recrutement des autres. Dans ce but, plusieurs solutions sont envisageables. Comme le montrent les exemples historiques, la Constitution française de 1791 prévoyait à cet effet que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le roi, tirait son origine du principe héréditaire et partant était organiquement indépendant du pouvoir législatif, qui n'avait pas à intervenir dans sa désignation. Plus moderne est la solution consacrée par la Constitution républicaine du 4 novembre 1848, qui consiste à établir des modes de désignation identiques
pour les pouvoirs exécutifs et législatifs qui émanent tous deux de l'élection au suffrage universel direct. Aucun d'entre eux n'a à intervenir dans la désignation de l'autre. Toujours dans le but d'une indépendance organique, la séparation stricte va s'efforcer de prohiber les rapports organiques, soit les rapports permettant l'action d'un pouvoir sur la structure ou l'existence de notre pouvoir. À cet effet, la logique de la séparation stricte veut que soit prohibée la dissolution, qui permet au pouvoir exécutif de porter atteinte à l'existence même du pouvoir législatif, et la mise en jeu de la responsabilité politique de l'exécutif qui permet au législatif de le destituer en le forçant à démissionner. En d'autres termes, l'indépendance organique, voulue par la séparation stricte, réside dans le fait que chacun des organes se partageant le pouvoir ne peut y avoir l'influence sur la naissance, la structure et l'existence de l'autre. Indépendance organique, spécialisation fonctionnelle. Sur un plan général, la spécialisation fonctionnelle signifie que chacun des organes est spécialisé dans la fonction que lui attribue la Constitution, qu'il détient le monopole d'exercice de la fonction qu'il est chargé d'assumer. La logique de ce principe entraîne l'interdiction des rapports fonctionnels, c'est-à-dire les rapports qui permettent à un organe chargé d'une fonction donnée d'intervenir dans l'exercice de la fonction de l'autre. En d'autres termes, chaque organe exécutif ou législatif est investi d'une fonction déterminée. Il accomplit tous les actes inhérents à cette fonction, mais il n'accomplit que ces actes, sans pouvoir s'immiscer dans la fonction de l'autre organe. Les caractéristiques dont je viens de vous parler, qui sont les caractéristiques théoriques du régime présidentiel, indépendance organique et spécialisation fonctionnelle, doivent cependant être illustrées par des exemples. Je vais choisir l'exemple de l'Amérique, des États-Unis. Donc, je vais maintenant vous parler de l'expérience américaine de la séparation des pouvoirs. Cette expérience démontre d'abord que la Constitution de 1787 consacre bien le schéma de la séparation stricte des pouvoirs, inspiré par Montesquieu. Mais cette Constitution n'en prévoit pas moins un certain nombre de rapports entre les pouvoirs qui assouplissent considérablement le caractère strict de la séparation dont je viens de vous parler. Enfin, si l'on réintègre les schémas purement juridiques dans leur contexte sociopolitique, on s'aperçoit que la séparation stricte des pouvoirs présente un caractère largement fictif. Voyons tout d'abord le schéma général de la séparation stricte selon la Constitution américaine. Dès son origine, et pour l'essentiel, la Constitution américaine de 1787 s'articule autour de deux principes, d'indépendance organique et de spécialisation fonctionnelle. Ainsi, tout d'abord, les deux pouvoirs, exécutif et législatif, émanent du suffrage et n'ont, quant à leur recrutement, aucune influence réciproque. Le président des États-Unis est élu pour 4 ans au suffrage universel, à 2 degrés, et à la majorité absolue. La Chambre des représentants est élue au suffrage universel pour 2 ans. Le Sénat pour 6 ans. Chaque État fédéré désignant de manière égalitaire 2 sénateurs. Mais l'indépendance organique se manifeste aussi au plan des rapports organiques et de leur extrême réduction. Le président des États-Unis est politiquement irresponsable devant les chambres. Réciproquement, le président ne peut exercer sur les chambres aucun droit de dissolution. Quant à la spécialisation fonctionnelle, elle anime pareillement le schéma général de la Constitution. Le président des États-Unis est constitutionnellement chef de l'État et chef du gouvernement. Partant, il est titulaire exclusif du pouvoir exécutif. Les 2 chambres de la sphère de la compétence fédérale possèdent la plénitude de la compétence législative. On peut donc affirmer que les institutions constitutionnelles américaines consacrent bien le schéma théorique de la séparation stricte des pouvoirs. Pourtant, il convient de nuancer cette affirmation, car le caractère strict de cette séparation est beaucoup moins net que ne le laisse supposer le schéma général que je viens de vous décrire.
La Constitution américaine de 1787 prévoit en effet un certain nombre de rapports entre les pouvoirs qui viennent assouplir le caractère strict de la séparation, tant sur le plan organique que sur le plan fonctionnel. Sur le plan organique, la Constitution de 1787 permet de fournir au moins 2 exemples de rapports existants entre le président et les chambres. Dans l'hypothèse où, lors de l'élection du président, aucun des candidats ne recueille la majorité absolue requise, la Chambre est amenée à intervenir pour élire le président parmi les 3 candidats les mieux placés. Dans le même sens de rapport organique, doit être citée la procédure de l'impeachment, en vertu de laquelle le président des États-Unis est pénalement responsable devant les chambres. Il pourra en effet, dans certains cas, être mis en accusation par la Chambre des représentants et jugé par le Sénat. Le Sénat pourra éventuellement destituer le président, ne pourra le faire qu'à une majorité des 2/3. Sur le plan fonctionnel, on peut noter de la même manière l'existence de certains rapports. On peut citer en priorité le droit de veto présidentiel, permettant au président d'interférer dans l'exercice de la fonction législative. Et selon cette procédure, lorsqu'une loi est votée par les chambres, elle est transmise au président pour signature donnant force exécutoire, mais le président a la faculté de refuser de signer le texte. Et dans cette hypothèse, le président doit renvoyer le texte au Congrès dans un délai de 10 jours, accompagné d'un message explicitant son attitude. Si le Congrès souhaite le maintien de son texte en l'état, il doit briser le veto présidentiel à la majorité des 2/3 dans chacune des chambres. À cette procédure permettant au président de paralyser une législation qu'il désapprouve, il faut ajouter la législation déléguée qui permet au Conseil de déléguer au président sa compétence législative et autorise le président à abroger ou à modifier certaines lois. Enfin, la Constitution américaine confère au Sénat une compétence diplomatique dès lors que le Sénat est seul compétent pour ratifier les traités internationaux à la majorité des 2/3. À la lumière de ces quelques exemples, on doit convenir que l'indépendance organique et la spécialisation fonctionnelle sont considérément assouplies par la Constitution américaine elle-même. Si l'on intègre cependant ces schémas juridiques dans leur contexte, on s'aperçoit que la séparation stricte présente un caractère largement fictif. Ce caractère fictif apparaît clairement dans la mesure où le fonctionnement des institutions américaines doit plus à la pratique qu'au texte constitutionnel. Cette pratique fait cependant intervenir un facteur essentiel, c'est le rôle joué par les partis politiques. Pour comprendre ce rôle, il convient d'abord de souligner que le président de la République est avant tout le président des États-Unis, donc est avant tout l'homme d'un parti, l'homme qui appartient à un parti. Et de manière générale, sa victoire électorale correspond à celle de son parti. Au sein des assemblées représentatives. Dans cette première hypothèse, le parti politique auquel appartient le président et la majorité au sein des chambres constituent un lien organique et fonctionnel entre le couple président-congrès, pourtant juridiquement séparés en vertu du principe de séparation des pouvoirs, en vertu du principe de séparation stricte. Dans le premier cas, en faisant déposer par sa majorité des propositions de loi, le président pourra intervenir dans l'exercice de la fonction législative et traduire par de telles propositions les objectifs de son programme. En cela, le parti politique permet une liaison fonctionnelle rendant largement fictive la séparation stricte établie par la Constitution. Une deuxième hypothèse plus complexe peut cependant se présenter. Elle tient au fait que les mandats électifs ne sont pas égaux. Le mandat présidentiel est de 4 ans, le mandat de la Chambre 2 ans, celui du Sénat 6 ans. Dès lors, au cours de la durée du mandat présidentiel, la Chambre est entièrement renouvelée et le Sénat a concurrence d'un tiers. De ce fait, il peut arriver qu'un président républicain trouve en face de lui une majorité démocrate. Cette hypothèse ne revêt cependant aucun caractère catastrophique et n'est pas en péril, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, ne mettent pas en péril ni le fonctionnement ni l'existence du système. Malgré cet inconvénient apparent,
le système fonctionne à raison de la nature particulière des partis politiques américains. Ces partis ne sont pas comparables aux partis européens. Ils se caractérisent par la faiblesse de leur structure, par l'absence de discipline interne et surtout par l'inexistence d'une doctrine politique précise. À la limite, les deux grands partis américains sont interchangeables, car ils constituent des organisations sensiblement identiques par leur objectif et leur clientèle. Et ce phénomène présente un inconvénient. Le fait que le président n'ait jamais assuré du soutien inconditionnel de son propre parti. Mais cet inconvénient est aussi un avantage. L'absence de toute discipline partisane lors des votes au sein des assemblées permet au président, cas par cas et pour chaque projet considéré, de constituer une majorité personnelle transcendant les clivages partisans. Donc, à la lumière de ce que je viens de vous dire, il faut convenir que le modèle théorique régime présidentiel, cher aux juristes, et le critère de séparation stricte des pouvoirs ne permettent pas de rendre compte fidèlement de l'expérience américaine. La séparation stricte des pouvoirs n'est pas d'ailleurs, nous venons de le voir, intégralement consacrée par la Constitution, sinon, d'ailleurs, si elle l'était, elle aboutirait à une paralysie complète du système, mais de plus, en raison du rôle joué par les partis politiques, nous avons vu que cette séparation stricte apparaît comme un rôle joué par apparaît largement comme une fiction juridique. Donc, il semble que l'on doive chercher ailleurs la réalité du système politique américain. Ce système s'articule autour d'une pluralité de pôles de pouvoir régis, selon la conjoncture, par un phénomène d'alternance dans la domination. Le pôle essentiel reste le président, moteur de tout le système, et qui joue un rôle dirigeant prééminent. Cette prééminence découle de la légitimité démocratique que confère le suffrage universel à une seule personne. Mais cette prééminence se trouve accentuée par le phénomène de personnalisation du pouvoir politique. Le président constitue le véritable pouvoir d'impulsion qui assume la direction de la politique fédérale, soit en déterminant les grandes orientations, soit en prenant lui-même des décisions fondamentales. Le système politique américain consacre donc en priorité une confusion des pouvoirs au profit d'un exécutif fortement personnalisé. Et cette confusion n'est cependant que relative, parce qu'elle est contrebalancée par l'existence d'autres pôles de pouvoir, par les chambres, et le contrôle qu'elles exercent, et qui n'est pas négligeable, par un pouvoir judiciaire indépendant incarné par la Cour suprême, mais aussi la primauté présidentielle connaît des limites juridiques d'abord, et puis des limites tenant aux freins traditionnels prévus par la Constitution, mais aussi au fait en tenant compte de la spécificité de la société américaine elle-même. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de votre attention.